Dans cette quatrième partie, nous allons voir quelles sont les formes de dépôt qui caractérisent le modèle glaciaire. On appelle sédiments glaciaires les sédiments transportés par les glaciers. Les sédiments glaciaires peuvent avoir deux types de sources. Tout d'abord, l'érosion des versants surplombant le glacier. Ils sont alors transférés à la surface du glacier par des mouvements de masse que nous avons vus dans le chapitre 2. Ensuite, l'érosion du substrat rocheux à la base du glacier par abrasion et délogement que nous avons vu dans la vidéo précédente. En raison de sa viscosité, la glace, contrairement à l'eau liquide, peut transporter quelle que soit sa vitesse des particules de toute taille. Lorsque la glace fond, les sédiments glaciaires sont donc déposés centrigranulométriques. Ils forment alors un dépôt hétérométrique ou diamicton, c'est-à-dire composé de particules de classe granulométrique différentes. Ce dépôt glaciaire est appelé til. Les particules présentent souvent des surfaces anguleuses car elles ne sont pas polies par le roulement et les chocs pendant le transport, contrairement aux sédiments fluviatiles. On distingue plusieurs types de til en fonction de leur mode de dépôt. Le til sous-glaciaire, dont vous voyez un exemple en coupe à droite, est formé par l'accumulation de sédiments à la base du glacier, déformés sous la pression du glacier. Le til d'ablation, au contraire, est formé de sédiments transportés à l'intérieur et à la surface du glacier, accumulés par la fonte de la glace. Comme vous pouvez le voir sur la coupe à droite, le til est composé de particules grossières, des graviers au bloc, flottant dans une matrice plus fine, composée d'argile, de limon et de sable dans des proportions variables. Les particules présentent souvent des surfaces anguleuses, car elles ne sont pas polies par le roulement et les chocs pendant le transport, contrairement aux sédiments fluviatiles. Les blocs déposés lors de la fonte des glaciers sont appelés blocs xératiques. Ils peuvent atteindre plusieurs mètres de long et avoir été transportés par les glaciers sur de longues distances jusqu'au front glaciaire. Ainsi, leur lithologie ne reflète généralement pas la lithologie locale, mais celle des zones d'alimentation du glacier. Ce sont d'excellents indices des anciennes extensions des glaciers, car ils survivent à l'érosion de til. Voici un exemple de bloc erratique en Patagonie chilienne, en haut, et en bas, le plus célèbre bloc erratique de France, le Gros Caillou dans le quartier de la Croix-Rousse, déposé lors de l'avant-dernière glaciation par le lobe glaciaire du Rhône. Sur les glaciers à front vélant, des blocs peuvent être emportés par des icebergs et coulés au fond du lac lors de la fonte de l'iceberg. On les appelle des blocs de délestage ou dropstone. L'absence de courant au fond du lac permet le dépôt par décantation des particules fines, comme les argiles ou les limons. Les blocs de délestage se retrouvent donc isolés dans une matrice fine de sédiments lacustres souvent finement stratifiés, comme vous pouvez le voir sur cette coupe. L'accumulation de til autour du glacier génère une forme de dépôt appelée moraine. On distingue plusieurs types de moraines en fonction de leur position par rapport au glacier. La moraine basale, à la base du glacier, les moraines latérales, sur les côtés, les moraines médianes, formées par la confluence de deux moraines latérales, et les moraines frontales, à l'avant du front glaciaire. Nous allons voir quelques exemples de moraines en Patagonie pour que vous voyez à quoi cela ressemble. Sur cette photo aérienne, vous pouvez voir un des glaciers de vallée émissaire du champ de glace nord de Patagonie, le glacier Arenales. Ce glacier naît de la confluence de glaciers de vallée plus petits. Comme les glaciers ne se mélangent pas, les moraines latérales des deux glaciers confluents se rejoignent pour former une moraine médiane. C'est la grande trace noire que vous voyez au milieu du glacier. Comme vous pouvez le constater, elle est entourée d'autres moraines médianes plus étroites, provenant de la confluence de moraines latérales plus modestes. Nous sommes ici sur le versant sud de la Punta Bariloche, dans le massif du Paine. Vous voyez deux petits glaciers de cirque que nous avions déjà aperçus dans la deuxième vidéo du chapitre. Plus bas sur le versant, vous voyez que la pente est barrée par une moraine formant une ligne de crête arquée perpendiculaire à la direction d'écoulement du glacier. C'est donc une moraine frontale qui a été déposée par un ancien front glaciaire. Cela signifie que l'ancien front du glacier a reculé depuis la position de la moraine jusqu'à sa position actuelle plus en amont. Restons dans le massif du Paine et déplaçons-nous quelques kilomètres à l'est jusqu'au lago Torres, au pied des Torres del Paine, un petit tarn que nous avons déjà aperçu dans la vidéo précédente. Ce lac est entouré par une moraine. Comme vous pouvez le voir au premier plan, elle est formée par une accumulation de til composée d'un mélange de sédiments hétérométriques
depuis la matrice limoneuse jusqu'au bloc plurimétrique que vous apercevez au premier plan à droite. À l'arrière-plan, vous apercevez une moraine latérale adossée à la paroi rocheuse du cirque, et au premier plan, la moraine frontale qui barre l'accès à la vallée et qu'il faut escalader pour atteindre le lac. Le sens de l'écoulement de l'ancien glacier allait donc de la droite vers la gauche. La hauteur de la moraine indique la hauteur minimale de l'ancien glacier. Voici une autre moraine frontale et latérale, abandonnée à mi-versant du Cerro Painé par un ancien glacier, dont vous apercevez le front actuel environ 1 km en amont. La trimline est nette et donne une idée de la hauteur atteinte par l'ancien glacier. La partie de la moraine située sur le versant hors de la vallée forme une ligne de crête. On distingue à l'œil nu quelques blocs erratiques posés sur la moraine. Elle est ici incisée par un torrent proglaciaire provenant du front glaciaire actuel qui s'écoule le long du versant pour rejoindre la vallée principale. À droite, vous pouvez voir une image satellite de la surface de Mars sur laquelle on observe des formes analogues. Vous distinguez en haut un cirque glaciaire délimité par des versants escarpés, d'où s'est écoulé un glacier qui a déposé les moraines latérales et frontales emboîtées qu'on aperçoit. Voici la moraine frontale du glacier Gray qui barre la vallée en travers du lac proglaciaire Lago Gray que nous avons vu dans la deuxième vidéo du chapitre et contre laquelle les icebergs que vous apercevez à gauche viennent s'échouer. Vous distinguez plusieurs blocs erratiques sur le versant interne de la moraine. Elle est sapée à sa base par le lac proglaciaire. Les grands lobes glaciaires peuvent déposer de vastes moraines jusqu'en plaine. Les moraines frontales moulant le lobe glaciaire sont très arquées, en forme de fer à cheval. L'accumulation de moraines frontales au cours de phases de retrait et d'avancées décroissantes successives forme des complexes morainiques, comme le complexe morainique de Rio Turbio, en Patagonie, dont vous apercevez sur la photo la moraine interne qui atteint 100 mètres de hauteur. Les moraines de Roggen sont constituées de rides parallèles, perpendiculaires à l'écoulement d'un lobe glaciaire, formées par la déformation de la moraine basale sous l'effet de la poussée du glacier. En voici une de 20 mètres de haut en Patagonie chilienne. Les rides plus ou moins continues forment des surfaces mamelonnées, propices au piégeage de petits lacs et au développement d'un réseau hydrographique multibassin, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2. Au cours de son existence, un glacier connaît plusieurs phases de retrait et d'avancée rythmées par les variations du climat. La position du front glaciaire précédant son retrait est marquée par sa moraine frontale. Lors de l'avancée suivante, deux cas de figure sont possibles. Si le front glaciaire avance au-delà de l'ancienne moraine, celle-ci est rasée par le glacier et les débris peuvent être incorporés à la nouvelle moraine frontale en position plus externe. Au contraire, si le glacier se retire sans avoir atteint l'ancienne moraine, il laisse une nouvelle moraine de plus petite dimension imbriquée dans l'ancienne moraine en position plus interne. Les moraines internes sont donc toujours relativement plus jeunes que les moraines externes. On appelle moraine terminale la moraine la plus externe. C'est donc la moraine la plus ancienne et celle qui marque l'extension maximale du glacier. La cartographie des moraines, en addition avec les méthodes de datation absolue et les archives historiques pour les périodes les plus récentes, permet donc de reconstituer l'histoire des anciens glaciers. Arrêtons-nous un instant et prenons pour cas d'étude la mer de glace, le plus étudié des glaciers alpins. Voici à droite une carte topographique de la jonction entre la vallée de Chamonix à l'ouest et la vallée Blanche à l'est, dans laquelle s'écoule la mer de glace. Le front glaciaire actuel n'apparaît pas sur cette carte car il est situé plus en amont dans la vallée Blanche. Les crêtes morainiques ont été représentées par des lignes de différentes couleurs en fonction de leur âge. Ici, les flèches indiquent les moraines latérales datées de la fin de la dernière glaciation, appelée Wurm dans les Alpes, il y a environ 12 000 ans. Ces moraines sont appuyées sur les versants de la vallée de Chamonix. À cette époque, le glacier s'écoulait donc à travers la vallée de Chamonix du nord vers le sud. À la fin de la dernière glaciation, le glacier connaît plusieurs phases de retrait et d'avancée. On ne connaît pas précisément la position la plus reculée atteinte par le front glaciaire, mais on estime qu'il se trouvait environ 2 km en amont de sa position actuelle. Au cours du Moyen-Âge, la vallée de Chamonix est libre de glace, ce qui permet à deux petits hameaux, le Châtelard et Bonanay, de s'installer, quelle imprudence, au débouché de la vallée Blanche. À partir du XIVe siècle, le climat se refroidit. C'est le début d'une période plus froide qu'aujourd'hui, appelée le Petit Âge glaciaire. Le glacier reprend son avance.
Il finit par déboucher dans la vallée de Chamonix, où il forme un lobe glaciaire. Les deux villages sont rasés par l'avancée du lobe en 1601. Des processions religieuses sont organisées pour exorciser le glacier et implorer son recul, sans succès. Le lobe glaciaire, appelé glacier des Bois, atteint son extension maximale en 1643, marqué par les moraines dessinées ici en rouge. Le glacier des Bois connaît ensuite plusieurs avancées décroissantes au cours du XIXe siècle. En 1825, marqué par les moraines représentées ici en mauve. Le glacier déborde encore dans la vallée, comme en témoignent les peintures de l'époque. Une nouvelle avancée a lieu en 1852. Le glacier atteint encore la vallée de Chamonix, comme en attestent les photos d'époque, mais s'arrête légèrement en retrait de la position atteinte en 1825, comme en témoignent les moraines représentées ici en bleu. Le petit âge glaciaire prend fin à la fin du XIXe siècle. Le climat se réchauffe, entraînant le retrait du lobe glaciaire hors de la vallée de Chamonix. Le glacier est depuis lors restreint à la vallée Blanche. Le recul se poursuit de façon quasi continue au cours du XXe siècle et accélère à partir du début du XXIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Le front glaciaire actuel ayant au total reculé de 2,6 km depuis 1852. Dans les glaciers tempérés, les cours d'eau alimentés par l'eau de fonte transportent des sédiments glaciaires remaniés. Les dépôts d'alluvions génèrent des formes classées en fonction de leur position par rapport au glacier: proglaciaire, supraglaciaire, juxtaglaciaire ou sous-glaciaire. Les alluvions déposées par les cours d'eau proglaciaires forment une plaine alluviale au contact du front glaciaire appelé sang-dur ou plaine d'épandage. Voici le sang dur déposé par le cours d'eau proglaciaire alimenté par la mer de glace au fond de la vallée Blanche, l'Arveyron. On distingue à l'arrière-plan le front du glacier d'où provient l'Arveyron. Les bédières peuvent accumuler des alluvions dans des dépressions formées à la surface du glacier par la fonte de la glace. Lors du retrait du glacier, les dépôts s'effondrent et forment une colline appelée Kème. Les alluvions déposées par les cours d'eau juxtaglaciaires, c'est-à-dire au contact entre le glacier et le versant de la vallée glaciaire, forment une terrasse appelée terrasse de Kème. Après la fonte du glacier, la partie de la terrasse de Kème en appui sur le versant est préservée. Voici une terrasse de Kème formée lors de la fonte de l'ancien glacier de la Durance à la fin de la dernière glaciation. La terrasse est incisée par la rivière du Rabiou, portant ainsi à l'affleurement les strates d'alluvion qui la composent. Le glacier de la Durance s'écoulait à l'arrière-plan. La photo du bas vous présente une coupe de terrasse de Kème en Patagonie chilienne. Vous apercevez à l'arrière-plan le versant de la vallée glaciaire sur lequel s'appuie la terrasse. Au premier plan, vous distinguez les alluvions qui constituent la terrasse. Comme vous pouvez le constater, à la différence du til, il présente un fort tri granulométrique et les galets ont été arrondis par le transport fluvial. Enfin, le remplissage des conduits sous-glaciaires par des alluvions forme après la fonte du glacier des collines longilignes et sinueuses appelées esquerres. En voici un exemple en Nouvelle-Écosse, au Canada. Des esquerres ont également été observées à la surface de Mars, comme ce système d'esquerres anastomosées découvert en aval d'un glacier en retrait. Lors du retrait du glacier, il arrive que des blocs de glace résiduels soient abandonnés sur place ou transportés en aval lors de crues fluvio-glaciaires. En fondant, ces blocs de glace créent une dépression à la surface des sédiments glaciaires ou fluvio-glaciaires sous-jacents, qu'on appelle un kettle. Les kettles sont souvent occupés par un lac thermokarstique alimenté par la fonte de la glace résiduelle. Voici un exemple de kettle en Écosse. Les plus majestueuses et énigmatiques des formes de dépôts glaciaires sont les drumlins. Les drumlins sont des collines allongées rectilignes, orientées dans la direction de l'écoulement glaciaire et asymétriques, présentant un côté amont en pente forte et un côté aval en pente douce. Ils apparaissent généralement en groupe et forment ainsi de vastes champs de drumlins,
comme celui que vous pouvez apercevoir sur cette image satellite à Laguna Cabeza del Mar, en Patagonie chilienne. Les drumlins sont composés de till ou d'alluvions fluvio-glaciaires et présentent parfois un cœur rocheux. Les processus géomorphologiques à l'origine de la formation des drumlins demeurent encore débattus. L'hypothèse la plus communément admise est qu'il résulte de la déformation du substrat meuble à la base du glacier jusqu'à former un relief résistant, à l'aval duquel les sédiments sont préservés de l'abrasion glaciaire. Nous achevons à présent notre troisième chapitre sur le magnifique champ de drumlin de Laguna Cabeza del Mar, formé par les lobes glaciaires émissaires de l'ancienne calotte glaciaire de Patagonie. La vue latérale en haut met en évidence leur profil asymétrique caractéristique. La vue frontale en bas montre le côté en pente forte exposé à l'amont. Merci pour votre attention et à bientôt pour le prochain chapitre.